Salut à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre ou d'être restés avec nous pour la suite des programmes du studio Qualita. Alors aujourd'hui, c'est un spécial Israël. Comment ça marche? Eh bien, on va parler de la location, du contrat de location, mais cette fois-ci du côté propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on est propriétaire, qu'on a un appartement à louer? Il y a bien sûr des garanties à pouvoir demander auprès du locataire, mais il y a aussi tout un côté fiscal, un côté impôt sur le revenu important. Puis en plus, ça bouge en Israël. Donc rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer tout ça, mais c'est Maître Léa Lyon. Bonjour Léa. Bonjour Cathy. Alors, quelles sont, on va dire, les questions fiscales sur lesquelles il faut être aguerri pour pouvoir louer son appartement dans de bonnes conditions? Alors, au niveau fiscal, en fait, il y a un impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs. Ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais disons que les impôts ne cherchaient pas trop. Alors que ces derniers temps... C'est un impôt de quel ordre? Alors, c'est un impôt, il y a deux options au niveau de cet impôt. Il y a un forfait, une option d'un forfait à 10% du revenu de la location. Ou bien l'autre option, c'est de payer selon l'impôt sur le revenu qui s'applique à la personne en prenant en compte l'amortissement du prix de l'appartement, etc. Donc en général, il faut faire le calcul des deux. Très souvent, le plus intéressant des deux, c'est l'option du forfait à 10%, mais il faut vérifier les deux. Et à part ça, il y a une dispense d'impôt jusqu'à 5 000 shekels par mois. C'est-à-dire quelqu'un qui a un seul appartement, qui loue 4 500 shekels par mois, il a une dispense de déclaration et d'impôt. Pas mal. Tout à fait. Ok. Maintenant, ça se corse lorsqu'on a plusieurs appartements, j'imagine. Alors, lorsqu'on a plusieurs appartements, en général, on dépasse la barre des 5 000 shekels et donc il faut payer l'impôt sur le revenu. Ce que je veux préciser, c'est que cet impôt s'applique que le propriétaire, la personne qui loue son appartement, soit israélien, résident israélien ou résident étranger. D'accord, donc ça c'est important de le savoir. Alors, est-ce que c'était dans l'usage, en fait, on va dire, de déclarer ses revenus locatifs? Alors, il y avait beaucoup de gens qui ne le faisaient pas. Par ignorance, de toute façon. C'était pas... Souvent par ignorance, mais même les Israéliens, c'était quelque chose qui se faisait. Souvent, ils étaient, par exemple, à la limite ou des choses comme ça. Donc, ça ne se faisait pas. Donc, il y en avait beaucoup, disons, qui ne déclaraient pas. Et maintenant, les impôts, là, cette dernière année, ils ont fait énormément de pubs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils publient dans les journaux des menaces. Cas où ils ont attrapé quelqu'un qui a 10 appartements et qui ne déclare pas et qui a des dettes énormes, etc., etc. Donc, ils font un petit peu de pub là-dessus. Et même, de façon à inciter les gens à déclarer leurs revenus locatifs et à percevoir les impôts. Exactement, dessus. et à payer l'impôt qu'ils doivent payer. Et ça marche assez bien. Moi, j'ai eu plusieurs appels de gens un petit peu paniqués. J'ai lu que, mais je ne savais pas, etc. Donc, c'est vrai que très souvent, c'est par ignorance. Mais même pour les gens qui déclarent, en fait, au niveau de l'option du forfait à 10%, c'est une procédure très simple qui n'oblige pas à ouvrir un dossier aux impôts. Donc, par exemple, pour les résidents étrangers, c'est bien, ce n'est pas une procédure trop difficile. Donc avant, quand on faisait une déclaration pour payer l'impôt à 10%, ça passait comme une lettre à la poste, on n'avait jamais eu de questions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà. Cette année, pratiquement au moins la moitié des gens pour qui on a fait des déclarations comme ça, envoyez-moi le contrat et pourquoi et comment et depuis quand, etc. Donc effectivement, les impôts, c'est un sujet qu'ils essayent de faire avancer. Alors, maintenant, grâce à Léa, on est au courant. En tout cas, si vous êtes concerné, n'oubliez pas de déclarer vos revenus locatifs. Maintenant, on avait rapidement évoqué les garanties du propriétaire lorsqu'il louait son appartement. Quelles sont les garanties, plus en détail aujourd'hui, que le propriétaire peut prendre auprès d'un locataire potentiel ? Alors, il y a des garanties en fait qui donnent au propriétaire, qui lui donnent les cartes dans sa main en fait, comme par exemple un dépôt de garantie ou une caution bancaire. Ce sont des garanties dans lesquelles le propriétaire a de l'argent, c'est-à-dire qu'en général, c'est 2 ou 3 mois de loyer que le locataire dépose chez le propriétaire. Donc, ce qui fait que si le locataire ne paye pas son loyer ou paye pas les frais, etc., le propriétaire peut utiliser l'argent qu'il a chez lui
et payer directement ses frais. Ça lui laisse le temps de se retourner pour éventuellement faire une procédure au tribunal ou arriver à un accord avec le locataire, etc. Donc, est-ce que le propriétaire peut, en fin de contrat, garder le dépôt de garantie, ne pas le rendre au locataire s'il y a un conflit entre eux, par exemple? Est-ce que c'est légal? Alors, ce qui est légal, c'est qu'il utilise le dépôt de garantie pour payer ce que le locataire doit payer selon le contrat de location. Après, il peut y avoir des abus, mais à partir du moment où c'est pas pour utiliser ça, c'est pas légal. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le shtar-rov? Le shtar-rov, c'est une reconnaissance de dette. En général, dans un contrat classique, il peut y avoir, ça peut être en plus du dépôt de garantie ou ça peut être à la place. Mais le shtar-rov, c'est une reconnaissance de dette du locataire vis-à-vis du propriétaire pour une somme en général assez importante, comme 50 000 shekels, 100 000 shekels, des montants comme ça pour garantir si vraiment le locataire... Il ne va pas saccager l'appartement. Voilà, exactement. Le repeindre en rose avec des luminaires un peu bizarres. Non, fluorescents, non. C'est bon, ok. Donc un shtar-rov, d'accord. Voilà. Mais le shtar-rov, l'inconvénient du côté propriétaire, c'est que il faut passer par le Hotzah Lappoal. Le Hotzah Lappoal, en fait, c'est une forme de tribunal pour pouvoir l'appliquer. Donc, c'est pas quelque chose qu'il peut utiliser comme le dépôt de garantie ou la garantie bancaire. C'est quelque chose dans lequel il doit faire une procédure pour pouvoir l'utiliser. Un peu contraignant pour le propriétaire, en tout cas. Exactement. C'est une garantie un peu contraignante, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, pas tellement utilisée. C'est utilisé. Ça peut être utilisé. C'est utilisé, mais c'est une mauvaise garantie, disons, pour le propriétaire. D'accord, c'est encore plus clair. Alors, une dernière question pour finir. Comment on choisit un bon locataire quand on est propriétaire? Alors, souvent en Israël, et ça c'est différent de la France, étant donné qu'il y a des garanties, etc., le propriétaire ne demande pas à voir les fiches de paye ou des choses comme ça. Il demande, bien sûr, il vérifie que ce sont des gens qui travaillent, qui ont des revenus. Ou même des retraités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui veulent louer des appartements. Ils sont bien accueillis, ils sont bien reçus en général? Très bien accueillis, il n'y a aucun souci. Au contraire, souvent les retraités, c'est des gens qui peuvent payer, par exemple, tous les trimestres ou quelque chose comme ça. Donc les propriétaires, ça les rassure. Ça les rassure aussi qu'ils n'aient pas d'enfants en bas âge par rapport à l'état de l'appartement. Donc en général, c'est au contraire. Même en Israël? Ça alors. Ok. Donc c'est comme ça qu'ils choisissent. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention pour choisir un bon locataire? Je pense que c'est important de vérifier aussi bien au niveau du locataire que du garant, de voir ce qu'ils font dans la vie, de voir comment ils se comportent, comment ils sont. C'est-à-dire que souvent, on voit par exemple des locataires qui font attention à chaque petite chose dans le contrat, dans l'appartement, etc. Ça sera souvent des locataires qui vont faire attention à l'appartement, en prendre soin, dire quand il y a des problèmes. Et à l'inverse, on a aussi le cas contraire. Maintenant, juste pour finir, lorsqu'un propriétaire demande un garant, une personne physique, ce n'est pas très important en fait qu'il gagne beaucoup d'argent par mois. Même quelqu'un qui gagne peut-être 4 000 shekels par mois ou 3 000 shekels par mois peut faire un bon garant? Au niveau des garanties, c'est sûr que quelqu'un qui gagne 4 000 shekels, on aura du mal à récupérer quelque chose parce que souvent, ce sera des sommes qu'on ne pourra pas toucher. Donc, les propriétaires regardent ça rarement, mais c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, en fait. C'est ça, parce qu'en général, c'est souvent qu'on voit des gens avec des petits salaires qui se portent garant pour leur famille, etc. Apparemment, ça ne pose pas de problème, mais quand on se place du côté du propriétaire, c'est peut-être quelque chose auquel il faut faire attention. Tout à fait. D'accord. Bon, bien écoutez, Léa, merci beaucoup. Léa Lyon, avocate à Tel Aviv pour ces précisions concernant la location, mais du côté propriétaire cette fois. Merci d'être resté avec nous. On se quitte, mais on va se retrouver très vite, ne vous inquiétez pas.